Madame, Monsieur, bonsoir. Deux sujets d'actualité que nous analyserons ce soir dans Question d'actu. Un, les émeutes urbaines en France et ensuite l'avenir du groupe Wagner après la mutinerie du 24 juin dernier. D'abord, direction la France. La France en feu depuis la mort de ce jeune de 17 ans tué par balle par un policier à Nanterre. C'était le 27 juin dernier. Et Emmanuel Macron s'est dit aujourd'hui très prudent sur le retour au calme, mais juge le pic, je cite, passé. Réuni avec les 241 maires des communes touchées par les violences, le chef de l'État veut comprendre les raisons avant d'en tirer les conclusions. L'heure est venue donc pour comprendre, éviter et anticiper ce genre de soulèvement de la rue. Qui sont ces émeutiers ? Qu'est-ce qui les anime réellement ? Quid de l'approche du gouvernement dans la gestion de cette crise ? Est-ce seulement une question de ghettoisation des populations immigrées ou le mal est ailleurs ? Comment interpréter les réactions de la classe politique française ? On s'arrêtera aussi sur les dessous du message d'encouragement du président algérien aux émeutiers d'origine justement algérienne. Et après les violences, le bilan. 1 milliard d'euros de dégâts pour les entreprises selon le patron des patrons français. 200 commerces pillés, 300 agences bancaires et 250 bureaux de tabac détruits à travers l'Hexagone. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Le bilan aussi sur la capacité des services de sécurité français à gérer de tels incidents. Pour répondre à ces questions d'actualité, j'accueille sur le plateau de questions d'actu l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci. Nous avons également avec nous l'historien Abdou Hafidi. Bonsoir Abdou Hafidi. Bonsoir et merci de m'accueillir. Merci à vous de vous joindre au débat ce soir. Et nous avons également avec nous professeur Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue. Bonsoir professeur Sahimi. Bonsoir. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, vous étiez en France. Et j'aimerais bien d'abord avoir votre réaction sur ce qui s'est passé et sur cette loi d'urgence pour la reconstruction qui vient d'être décrétée. Qu'est-ce que c'est ? J'étais effectivement à Paris, mais j'étais quelques jours avant ce qui s'est passé. Mon voisin de gauche, lui, a un témoignage plus direct, puisqu'il a vu de près, pendant 3-4 jours, ce qui s'est passé à Paris. Alors, sur l'analyse de ce qui se passe en France, il y a deux volets, je crois. Premier volet de politique intérieure et un deuxième volet diplomatique qui n'est pas beaucoup abordé. Sur le volet intérieur, évidemment, c'est une crise majeure que connaît ce pays, donc, qui a pourtant des institutions solides, celle de la Constitution de 1958, qui a un principe de légitimité, des principes démocratiques, etc. C'est une crise majeure sur plusieurs plans. Crise de société, une crise des valeurs et une crise de la gouvernance des politiques publiques, en l'occurrence la politique sécuritaire. Rapidement sur chacun de ces points, crise de société, pourquoi ? Parce que c'est une société qui n'arrive pas à réguler les tensions, les contradictions qu'il y a dans toutes les sociétés, etc. Et donc voilà un spasme majeur en dehors du système, en dehors de la société. Et c'est l'échec de quoi ? C'est l'échec de l'école, évidemment. On y reviendra sûrement. C'est l'échec de l'autorité parentale aussi. Mais c'est l'échec aussi de politique publique. C'est-à-dire, il y a tout un discours français sur l'intégration. Il faut bien relever que c'est un échec patent. On en parle depuis 30 ans des politiques d'intégration, en faveur des banlieues, des minorités, tout ça, etc. Voilà la preuve éclatante que c'est un échec, aussi bien pour les cabinets de gauche que les cabinets de droite. Ce qui est important, me semble-t-il, aussi dans cette crise, c'est le rejet et la mise à bas de tout ce qui est représentatif de l'autorité. L'autorité parentale, l'autorité des institutions, l'école, les mairies, etc. et l'autorité de tout ce qui est aussi régalien, c'est-à-dire des secteurs de souveraineté. Cette souveraineté, et donc c'est quelque chose de fondamental. On a vu comment des maires ont été agressés même violemment. Et donc il y a là l'expression d'un nihilisme,
nourri par un certain nombre de sentiments mêlés chez les uns et chez les autres, qui fait que tout ce qui est institutionnel est rejeté, discrédité et délégitimé. Okay. J'ajoute un point, si vous le permettez, sur la sociologie des émeutiers. Contrairement à un discours prégnant, ce ne sont pas des banlieusards fils de communautés immigrées. On a vu sur les images et un certain nombre de témoignages d'agences de presse, etc., pratiquement au moins les 3/4 de ces émeutiers sont des émeutiers qui n'ont rien à voir avec une référence d'immigration. C'est des choses qui sont visibles. Deuxième élément de sociologie intéressant, ce sont des jeunes. La moyenne d'âge des plus de 1000 interpellés, c'est 17 ans. Il y a même des cas où il y a un enfant de 12 ans, etc. Donc il y a là l'expression d'une délinquance, évidemment. Le fait qu'il y a un encadrement, c'est sûr. Il y a aussi le fait que ça soit attisé par des réseaux, notamment gauchistes, nihilistes, etc. Et puis, il y a un autre élément que vous avez évoqué, on y reviendra, c'est des interférences étrangères, notamment de l'Algérie. Enfin, dernier point, j'ai parlé du volet à l'international. La voix de la France ne peut plus porter sur la scène internationale. C'est tellement vrai que le président Macron a annulé une visite d'État en Allemagne de 2 jours. Mais nous y viendrons là, parce qu'on ne veut pas tout mélanger dès le début. Vraiment, nous voulons d'abord faire un tour de table sur ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi je vous ai interpellé? Parce que est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs, Abdou Hafidi, avant que ça n'éclate? Alors, est-ce que effectivement, c'est un événement qui est certes inédit, mais il n'est pas le seul. Il y a eu beaucoup de tirs pour refus d'obtempérer ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui a fait que la mort du petit Naël a déclenché cette vague de colère qui se poursuit encore aujourd'hui, même si les choses se sont calmées, mais de fait, effectivement, la rue n'est pas totalement calme. Si je devrais caractériser d'abord, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire, de quoi ces révoltes sont-elles le nom? Je reprendrai cette phrase qui a été prononcée il y a 3 jours par un des plus grands connaisseurs de la société française, le professeur Pierre Rosanvallon, qui connaît très bien, ça fait 40 ans qu'il travaille sur l'État, la société et la démocratie. Il a dit « Nous sommes devant une crise majeure de la démocratie française sur la longue aventure de l'histoire de l'émancipation de la société française depuis la Révolution française. » La France est un pays connu pour être un pays de jacquerie. C'est-à-dire, le fait de se révolter est une structure permanente dans la culture politique française. Tout à fait. La France est passionnée par le politique plus qu'ailleurs. Il se trouve que nous ne sommes pas à la première révolte. Depuis 1958... Vous considérez cela comme une révolte? Alors, plus que ça, je m'expliquerai parce que le choix des mots est très important. Mal nommer les choses, comme disait Albert Camus, nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Non, mais je dis pas que vous mal nommez, mais pourquoi vous les nommez ainsi? Non, il faut les nommer, à mon avis. Il faut les nommer. Je dirais c'est une révolte doublée d'une crise profonde. Parce qu'une révolte, il y a un motif derrière, c'est-à-dire il y a quelque chose qui anime cette révolte. Ça fait... c'est pour cela que Pierre Rosanvallon a mis le doigt là où il fallait, c'est-à-dire là où il ne faut pas, là où il fait mal. C'est que depuis la guerre d'Algérie, depuis 62, la France est secouée par des mouvements de contestation. 68 était là, 1981, la fameuse marche. Il faut quand même revenir à l'histoire pour comprendre ce que cette France a connu. Une marche qui était admirée par le monde entier, où des jeunes, comme ceux qui se révoltent aujourd'hui... Ça, c'était contre le racisme. Je sais pas. Oui, mais attendez, plus que ça... La marche de 81, c'était contre le racisme, on est d'accord. Attendez, pardonnez, le mot beurre... Oui, mais le mot beurre, c'est la marche, parce qu'il faut appeler l'intitulé entièrement. La marche contre le racisme et pour l'égalité des droits. C'était ça l'intitulé exact. Ça, c'était en 81. C'est en 81, et c'est pas rien, c'est le 3 décembre 81. Moi, j'étais jeune, et puis il y avait 86, la mort de Malik Oussekine, qui a drainé 300 000 personnes dans la rue. Il y a aussi les guerres du Golfe qui avaient mobilisé une autre population révoltée, etc., etc. Donc nous sommes dans une société
pour un petit peu reprendre le terme de François Mitterrand, dans une révolution permanente. Dans une révolution permanente, mais est-ce qu'il y a les éléments d'une révolution dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans quasiment toutes les communes françaises? Alors, ce qui est nouveau, sans être inédit, nouveau parce qu'il y a de nouveaux éléments qui mobilisent tout cela, mais ce n'est pas inédit parce que ça fait partie de la structure politique de la société française, c'est que nous sommes devant ce qu'il convient d'appeler une crise de l'autorité, de la parole de l'État, qui n'est plus du tout considérée comme telle. Or, qu'est-ce que c'est que l'autorité? Je parle sous le contrôle de mon ami, mon voisin de droite, qui est à ma droite, du droit romain. Qu'est-ce que l'autorité dans le droit romain? L'autorité dans le droit romain, c'est l'exercice du pouvoir sans recourir à la force. C'est précisément l'absence de cette autorité qui est aujourd'hui en train, d'une certaine façon, vous savez, le grand philosophe, le grand sociologue Max Weber avait donc théorisé l'idée que seul l'État a le monopole de la violence légitime. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'État n'a plus ce monopole de la violence légitime et qu'il est contesté dans ses fondements mêmes. Par qui? Eh bien, il ne faut pas oublier qu'un des responsables de la déstructuration du champ politique français, c'est M. Macron. C'est le président, oui. Rappelons-le, en 2017, il a broyé tout ce qu'on appelle les intermédiaires politiques. Il a mis de côté les partis politiques, il a marginalisé les syndicats, il est passé outre les associations. Il s'est même mis à dos les et il n'y a militaires, plus de médiateur. Le chef d'état-major. Il y avait beaucoup de gaz dans l'eau, comme on dit, ou de l'eau dans le gaz. Il n'y a plus de médiateurs, il n'y a plus de ce qu'on appelle les structures politiques qui prennent en charge les demandes des gens. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? C'est celui qui éponge les demandes des gens de manière violente et qui va donc les redéployer dans un langage politique entendable. On n'a plus ça. Donc, d'une certaine façon, les raisons et les causes sont lointaines. Maintenant, il y a un autre élément nouveau. C'est les réseaux sociaux. Parce que la différence entre 2005 et l'assassinat de Wael... Entre 2005, c'était un mois d'émeute, quand même. Ah oui, un mois. Mais un mois, pas une seule mairie n'a été cassée. Pas un seul hôpital n'a été touché. Justement, là, on attaque vraiment des symboles de l'État. C'est-à-dire, on est dans un tribalisme dont il faudrait rappeler. Tout à l'heure, vous avez posé la question, mais qui sont-ils? D'abord, ce sont des jeunes qui sont en rupture de banc de tout, de l'école, de la famille. Alors, qu'en est-il de l'État? Deuxièmement, il y a un autre phénomène qui se joue là-dedans. C'est quoi? C'est la concurrence, la rivalité entre quartiers. Je rappelle que ça fait 5 ans que des rivalités, ce qu'on appelle des rixes, c'est quotidien en France. On n'en parle pas. Je vous donne un seul exemple. Il y a 6 mois, une grande rixe a eu lieu dans la banlieue sud de Paris, la ville d'Évry, Courcouronnes, dont le maire était, il y a encore une dizaine d'années, Manuel Valls. Il y a 2 villes, Évry, Courcouronnes, il y a 2 quartiers, les Pyramides et le Canal. Ils se donnaient rendez-vous à travers les SMS pour la bastonnade pendant une nuit. Mais ça, c'est une tradition entre... C'est devenu quasiment un jeu. C'est un jeu. On est dans vraiment les jeux. Ils croient qu'ils sont en train de jouer. Et casser, c'est tout simplement... Attention, il y a ceux qui viennent aussi exploiter cela. Donc, il y a beaucoup de monde dans cette histoire. Mais le fond de la chose, c'est qu'il y a une remise en cause du principe de l'autorité d'un État. Et ça, c'est un problème qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, non pas de façon conjoncturelle, non pas par une loi. On va tout à l'heure peut-être, si vous me permettez, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi la loi de 2017 est aujourd'hui, parce que la loi de février 2017 qui a élargi le périmètre de l'intervention de la police en cas de ne pas obtempérer, mais il y a autre chose qui va se jouer, la formation de la police, par exemple. Il faut rappeler. Oui, mais il faut rappeler aussi parce qu'il y a des manques dans ces organes de sécurité qui sont frappants. Donc du coup, on n'a pas vraiment. Pour certains, ces policiers ne sont pas bien formés, assez formés. Il suffit de quelques semaines, 6 semaines ou 9 semaines. Alors attendez, je vous donne quand même quelques semaines. Pardon. Oui, colonel Saad. Je pense qu'on ne doit pas parler de ces émeutes sans parler du déclencheur. Qui a déclenché ces émeutes? C'est une bavure. C'est une bavure policière. C'est une bavure policière sans systématiser. C'est des policiers qui ont commis une bavure. Voilà un contrôle routier suite à, disons, un refus d'obtempérer. Et dans les 2 motocyclistes, vraiment, ont fait preuve d'un manque de professionnalisme. Et pour moi, ça doit être un cas d'école. Un contrôle violent, 4 coups de crosse. Oui. Et puis,
deux motocyclistes qui mettent en jeu un conducteur de 17 ans, mineur. Un mineur qui conduit une voiture, quand même. Ouais, là, Et bon, mais... là, j'ai revu la vidéo. Volé. Immatriculé en Pologne. J'ai revu la vidéo. Un tutoiement interdit dans les usages. Oui. On ne tutoie pas un usager. Ils n'étaient pas porteurs de leur caméra portative. Le deuxième qui devait protéger son collègue était aussi avec lui. Donc, c'est un manque de formation, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a ce coupe où je te flingue, où je te mets une dans la tête, et un autre qui lui dit shoot-le. Shoot-le. J'ouvre une parenthèse pour la vidéo. Elle a été confiée à l'IGPN, à l'Inspection générale de la police nationale. Et aujourd'hui, on lui a retiré parce que semble-t-il qu'elle n'a pas les compétences nécessaires. Et on l'a confiée à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Que signifie aujourd'hui. cela? Ça signifie qu'on prend le dossier de la police nationale et on le donne à la gendarmerie. L'analyse de la vidéo. Je parle de oui, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont des moyens très importants pour le faire. Et évidemment, un point très important, c'est qu'ils se disaient que leur vie était menacée. Et ça, dans la police, dans la déontologie, le parjure n'est pas pardonnable. Et c'est l'infraction la plus grave. Donc là, c'est l'élément déclencheur, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un incident. Non. C'est pas un seul incident. C'est le 13e. C'est le 13e encore. J'y viens. Oui, depuis le 1er janvier 2023, c'est le 13e cas de mort où il y a un citoyen qui est tué par un policier pour refus d'obtempérer. Pour refus d'obtempérer. Quelle que soit l'origine de la personne en face de ces policiers. Parce que là, il y a aussi cette question de racisme. On assimile ce qui s'est passé au jeune Naël, que Dieu ait son âme, au cas George Floyd aux États-Unis. Est-ce qu'il y a moyen de comparer là? Ou c'est juste que ce sont des policiers qui n'ont pas assez été formés? Je ferai le tour de table. Je commencerai par vous, colonel Saad. Que je termine. Pour ce cas-là, la loi est claire. Vous êtes menacé, la menace immédiate, la proportionnalité, ça c'est le côté juridique, et puis l'usage, la proportionnalité entre un moyen d'attaque et un moyen de... Tout ça a été éclairci dans l'arsenal juridique français. Maintenant, vous avez dit Floyd, la police, malheureusement, la police française commence à s'américaniser. Comment? Depuis 2017, ils ont la gâchette facile. Je vous le dis. Il y a une différence entre gâchette facile, colonel. Madame, il y a une différence entre gâchette facile et cibler les hommes de couleur, les maghrébins, etc. Qu'est-ce que américaniser pour vous? Moi, j'ai passé 6 ans en France dans les instituts stratégiques. Oui. Et j'ai eu l'occasion de faire avec des collègues, des auditeurs, l'audit des services de sécurité. Oui. Si vous permettez que je vous en parle, parce qu'on a fait une production. Oui. Dans laquelle nous avons évoqué tout cela. Donc, c'est une bavure, c'est un manque de formation, et de mon point de vue, le langage est un langage d'extrême droite. Je suis désolé. Et quand on est syndiqué chez Zemmour au Rassemblement national, où la xénophobie est là, et on est imprégné de la xénophobie. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais dites-moi, vous tuez un jeune garçon de 17 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont affiliés à l'extrême droite? Mais je le sais parce que je connais la police française, ils sont syndiqués. Les 2/3 des policiers français... Non, mais bon, il faut expliquer. Après, il reste un tiers aussi. Mais qu'est-ce qui fait que le policier qui a tué, qu'est-ce qui vous fait dire que le policier qui a tué est affilié au RN? Oui, mais moi, je n'ai pas dit ça. D'abord, les faits. Il y a des sondages qui ont été faits, notamment les positions des syndicats de police. Il y a un syndicat en particulier. Alliance, pour ne pas le nommer. France Police. Oui. 2/3 des policiers ont voté soit pour Zemmour, soit pour Marine Le Pen, Rassemblement National. C'est un fait qui est acquis. Alors,
Autre point que je voudrais quand même corriger, si vous le permettez. Donc ça peut être un acte raciste, selon vous. Parce vais que corriger. c'est pour ça qu'il l'a tutoyé, c'est pour ça qu'il lui a tiré dessus. Je vous en parlerai, si vous permettez, des choses que j'ai constatées moi-même avec mes collègues sur le terrain. Je vais corriger ce point. Ça n'est pas tout le temps des actes racistes. Non. Je vais vous donner un exemple d'une femme il y a 8 mois qui a été tuée par un policier sur un pont à Paris parce qu'elle avait un refus d'obtempérer. Une femme française, de souche. Donc, vous voyez que l'histoire du racisme ne joue pas. Pas toujours. Deuxième élément, la comparaison, le parallèle avec la police américaine et la police française. La police américaine, c'est une histoire. Elle est structurée, c'est une culture du fait que, majoritairement, le corpus, la formation, c'est une formation raciste, anti-noir. Je pense. Est-ce que c'est lié aussi, vraiment pour qu'on passe à l'autre point sur cette première partie d'émission, est-ce que c'est lié aussi au nombre d'interpellations de personnes d'origine étrangère qui fait que la police un peu Vous avez raison de relever. Se met plus à droite. Il y a 8 fois plus de contrôles. C'est une enquête qui a été faite dans le département 9-3 à Seine-et-Marne à Paris. Il y a 8 fois plus de contrôles de jeunes de ce département que des jeunes dans d'autres départements. Oui, c'est problème de faciès, problème de contrôle, etc. Et donc forcément de provocation. Abdelhafidi, est-ce qu'il y a un problème structurel de racisme en France? Est-ce qu'il est structurel ce problème? Le racisme n'est pas un problème structurel. Très bien. Le racisme, c'est un fait sociétal qui est le cumul d'un certain nombre de regards qui sont à la fois conjoncturels mais aussi historiques. La question coloniale passe par là, le rapport entre Occident et monde musulman qui est aussi très très mal mené, etc. Donc le racisme est quelque chose qui s'exprime différemment. Ce n'est pas palpable. Vous ne pouvez jamais traiter quelqu'un de raciste tant que vous n'avez la preuve, à la fois par un propos ou par un acte. Je dirais tout simplement, puisque vous avez posé la question sur la police, il y a 3 faits majeurs sur lesquels il n'y a pas de discussion qu'il faudrait regarder de plus près. 1. La formation de la police. Un exemple. En Suède, pour former un policier, c'est 32 mois. En Allemagne, c'est 23 mois. En France, c'est 8 mois. 8 mois, voilà. Donc, nous avons ici une échelle, je dirais, de temps de la formation qui en dit long. Deuxièmement, lorsqu'il y a une bavure, vous avez raison de rappeler, le mot bavure n'est pas seulement un incident. Le bavure, c'est autre chose. Et les bavures peuvent être systématiques d'ailleurs, il y en a pas mal. Lorsqu'il y a une bavure, qu'est-ce qu'on fait ? On remet le dossier entre les mains de ce qu'on appelle l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Qui forme l'IGPN? Les policiers. C'est-à-dire, c'est la police qui parle à la police, comme dirait quelqu'un. Alors qu'en Angleterre, ce qu'on peut appeler l'équivalent du GPN est composé de magistrats, d'avocats, de personnalités d'élus. Autrement dit, un personnel ad hoc qui, lui, regarde autrement et de manière dépassionnée. Ça existait avant en France. Ça existait avant. Le contrôle de la déontologie. Absolument. Et c'est la pression des syndicats de police. C'est un autre échec de Macron face à la violence policière. Mais c'est pas de Macron. Pas de Macron, depuis Sarkozy, quand même, où il y a effectivement cette IGPN monocolore. Donc il y a ces 2 éléments. La formation. Le temps de la formation n'est pas suffisant. Et puis, un 3e élément qu'il faudrait absolument rappeler, c'est le contenu de la formation de la police. Il m'est arrivé d'intervenir à l'École nationale de la police de Roubaix, de Lyon, de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. J'avais pratiquement du gardien de la paix jusqu'au sous-préfet. Et j'observe que le gardien de la paix ne parlait jamais, parce qu'il y avait leur patron, ils ne pouvaient pas parler devant. Eh bien, j'ai remarqué que c'est une formation monocolore. C'est-à-dire, il n'y a pas une diversification des approches, il n'y a pas d'anthropologue, il n'y a pas d'historien, il n'y a pas d'islamologue, parce que c'est quand même la question numéro 1 en France, c'est l'islam. Or, la police n'a aucune formation. Moi, je me souviens, avec feu Antoine Sfer, on faisait tous les deux la formation et on était complètement atterrés par, je dirais, l'analphabétisme de la police sur un certain nombre de questions. Et pourtant, dès qu'il sort dans les banlieues, c'est ça, c'est-à-dire les barbus, l'islamisme, etc. Aucune formation. Donc il y a là 3 critères, plus d'autres, qu'il va falloir donc regarder de plus près. Le nombre d'années de formation, la qualité de la formation, et puis ce que j'appellerais l'objectivité de l'inspection quand il y a un problème. Ce sont 3 vrais problèmes auxquels l'État doit répondre. Et puis j'ajouterai, je crois, le collègue Saoud vient de le rappeler, c'est cette loi de
février 2017. À la décharge de Macron, c'était François Hollande, parce qu'il était encore président. C'était Cazeneuve. Oui, François Hollande. C'était la loi Cazeneuve. Et il était Premier ministre déjà. Il était Premier ministre déjà. Cette loi, c'est par rapport... Premier ministre. Parce qu'il a remplacé Valls, etc. Exactement. Mais en tout cas, c'est président Hollande qui avait donc fait voter une loi. Que dit cette loi? Elle élargit considérablement le périmètre, je prends le terme de la loi, de la police, de sa capacité d'agir, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on appelle les armes létales, l'usage des armes, dans le cas où il y aura refus d'obtempérer. Et on a élargi jusqu'à quasiment rendre un acte quasiment facile à utiliser. Cette loi aujourd'hui crée des problèmes parce que les policiers se sont sentis tout simplement capables de pouvoir s'autodéfendre, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on a vu par exemple les images de ce jeune. Exactement. C'est un blanc-seing donné à la police pour intervenir quasiment. Voilà. Alors vous voyez bien qu'il y a quand même pas mal d'éléments. C'est l'article. Colonel, non, pour les références. Mustafa Sahimi, parce que là, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes. Il faudrait une référence, si vous le permettez, utile. C'est l'article 435. Du Code de sécurité intérieure, pour ceux que ça intéresse. Colonel Saoud, juste pour clore cette partie-là, et surtout cette réaction du haut-commissaire des Nations Unies et qui appelle à s'attaquer sérieusement au profond problème de racisme et de discrimination raciale, auquel répond le Quai d'Orsay via un communiqué que la France a jugé totalement infondée l'accusation du haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, donc toute accusation de racisme ou de discrimination systémique. Donc là, aujourd'hui, sur la scène internationale quand même, c'est un fait à relever, la France est pointée du doigt. Même par l'Iran et la Russie. Oui, l'Iran qui appelle au calme, c'était... Non. Et la Russie, absolument. Ils sont mal placés pour donner des leçons là-dedans. Vous me voyez en train de rigoler. C'est pour abonder dans ce qu'a dit Abdou. Depuis 2017, je vais vous donner des statistiques d'usage des armes depuis la circulaire, la loi Cazeneuve. 2015, 122 usages d'armes. 2016, 137. 2017, 202. Oui. 2018, 170, et ça va. Et maintenant, on en est à un chiffre astronomique. Pourquoi je dis ça? Parce que cette loi, ils ont un fichier de ce qu'on appelle le traitement et le suivi de l'usage des armes, qui est une bonne chose. Elle existe au ministère de l'Intérieur, l'usage des armes par la police, par la gendarmerie et tout ça. La police a malheureusement le grand lot. Pourquoi je dis ça? Parce que d'expérience, nous avons fait beaucoup d'audits sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est le contrôle aux faciès, très important. Et il y a ce qu'ils appellent le délit de la carte nationale, le délit d'adresse, si vous voulez. Vous habitez Saint-Denis, on vous contrôle tout le temps. Et c'est ce qu'on a appelé dans le temps, on avait formé... C'est venu d'où, ça? C'est la police elle-même, et c'est... Mais ça vient d'où? Pourquoi on dit que si vous venez de Saint-Denis, ça veut dire que vous cachez quelque chose? Parce que la carte d'identité nationale pour un beurre ne suffit pas. Et ça a été dit, vous habitez Saint-Denis, vous êtes contrôlé. On nous a dit... Les relais sociaux nous ont dit qu'il y a des fois des personnes aux faciès qui sont contrôlées 15 fois par jour. Si vous changez de lieu. Et c'est ça le problème. Les relais sociaux, on a fait... Moi j'ai été interviewé l'ancien Premier ministre socialiste, le maire d'Ivry, Valls, sur le problème, qui est un garçon sur la sécurité vraiment... Il est carré sur ça. Et c'est comme ça qu'on a eu ce retour d'information sur... Je ne dirais pas qu'il y a un racisme policier. Il y a des policiers racistes. Je ne dirais pas qu'il y a de la violence policière. Exactement. Malheureusement... De la même façon que la France n'est pas raciste, il y a des Français racistes. Il y a des Français racistes. Il faut sortir de ces généralités. Voilà. Il ne faut pas systémiser le racisme en France. Il y a des bons policiers, il y a des bons gendarmes, il y a des policiers racistes, il y a des policiers violents, il y a des policiers xénophobes. Et on a eu l'occasion de le... Donc, je pense que la communication sur cet accident grave a montré quand même le clivage politique en France. De l'extrême gauche à l'extrême droite. L'extrême gauche. Bon, la gauche a été absente.
Voilà, je parle À des part extrêmes. pour rappeler vous avez à plus raison. de violence quand même, Absolument. quand le chef d'un parti politique et Mélenchon appelle à la violence, il n'appelle pas au calme, il y a bien des questions à se poser. Exact. Après, effectivement, le Rassemblement national a réagi par rapport à la réaction notamment algérienne. Exactement. Et c'était à travers Bardella, il me semble, qui a demandé Bardella. à récupérer Ouais, tout. ouais. Justement. Madame, un tout petit point Oui. sur la justice. On avait demandé le dépaysement dans un autre tribunal, pas avec celui qui est compétent dans le territoire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, l'affaire doit aller dans un autre tribunal, pas dans le tribunal où le policier Pas exerce. décentralisé. Ce qu'on appelle le dépaysement. Le dépaysement, d'accord. Dans le tumulte de ce naufrage, je rappellerai juste quelque chose, si vous me permettez. Bien sûr, Vraiment, c'est juste que parce qu'il nous reste peu de temps Non, mais et là, qu'on c'est un doit élément traiter important. la Russie aussi. C'est la première fois dans l'histoire de la France. C'est un la sujet qui première mérite fois. en effet plus que de 52 minutes. C'est la première fois dans l'histoire de France Oui. qu'un président de la République, aussitôt l'événement connu, Oui. a pris la parole pour utiliser des mots très durs à l'égard du policier. Lorsque, de Marseille, où il était en visite, il a dit « cet acte est injustifiable parce qu'il est inexplicable, il est inexcusable ». Le président de la République, qui généralement jamais ne se prononce, dans la foulée, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire celle qui représente la nation française, observe une minute de silence. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. Ce ne sont pas des détails, mais je dirais que des frontières bougent un peu et c'est important que ça soit fait de cette manière. Mais ça a été fait de cette manière aussi pour calmer les choses. Pour que, mais avant, ça se faisait pas. Est-ce que ça a calmé les choses? Mais non, mais avant, ça se faisait pas. Voilà. Du tout. Donc, il faut dire tout simplement que dans ce tumulte, et je crois que les choses ont été prises très au sérieux. Ça ne veut pas dire que le politique a agi, mais le politique a immédiatement compris que ce qui est en train de se passer est très grave. Il l'a compris, y compris le député de la Nation. Alors, je rappelle tout simplement que tout ce qui a été raconté sur la famille de ce jeune, par exemple, lorsque l'Algérie a voulu récupérer l'affaire, je rappelle, information prise par des collègues, des confrères journalistes sur place. Cet enfant, ni lui, ni sa maman, ils sont incognito auprès du consulat d'Algérie de Nanterre. Ils n'ont jamais été enregistrés, ils n'ont aucun lien avec l'Algérie. C'est la grand-mère qui vient de Blida, du sud d'Alger, alors que la maman du gars et le gosse, voilà. C'est Kabyle, hein. En tout cas, ni l'enfant, ni la maman ne sont affiliés au consulat, n'ont pas de passeport algérien. Donc lorsque le ministre des Affaires étrangères algérien veut un petit peu récupérer, c'est plutôt dans un règlement de compte à la France, et ça n'a rien à voir avec l'affaire. Non, mais cette récupération, elle est très très grave. On récupère elle est quand même. absurde. Elle est absurde. C'est même grave. Bon, justement, il y a eu cette réaction du chef de la diplomatie, il y a eu aussi, et on peut le dire, plusieurs messages du président algérien. Donc il y a eu une instrumentalisation claire de ce qui se passe en France, pour récupérer, pour même appeler à ce nationalisme algérien, j'ai envie de dire, Mustafa Sahimi, avec ce qu'on appelle donc les mouches électroniques. Et là, on voit des images des émeutes, avec ce message du président algérien à l'occasion de la commémoration des victimes du 17 octobre. Et ils reprennent vraiment une partie qui répond un peu à ce qui se passe en France. Je le cite aujourd'hui, ils veulent faire la même chose avec vous, mais vous êtes des hommes et des femmes debout. L'Algérie ne vous lâchera pas et quiconque vous touche, je m'engage personnellement qu'il le paiera et paiera un prix cher si Dieu le veut. Fin de citation. Pourquoi on ressorte ça? D'abord, pour un chef d'État, c'est un discours de menace, et tout à fait irresponsable. C'est contraire à tous les usages internationaux, et c'est étonnant de la part d'un chef d'État en responsabilité. Deuxième observation, c'est intéressant comment le discours officiel algérien et le chef d'État et le ministre des Affaires étrangères ont construit un discours de récupération de la mémoire collective. Mais c'est pas nouveau, hein. Ils le font tout le temps. Oui, mais c'est une opportunité pour rebondir et accentuer les traits. Il fait référence aux événements d'octobre 61, une immense manifestation du FLN algérien à Paris, etc. Bien, c'est une manière de raviver la mémoire collective et de dire aux nouvelles générations, vos aînés ont été réprimés
avec des centaines de morts lors des événements d'octobre 1961, au métro Charonne. Sans parler de ce qui s'est passé au métro Charonne dans le 11e arrondissement à Paris, nous sommes dans la même équation de lutte contre un occupant. Hier, c'était un occupant colonial. Aujourd'hui, c'est un occupant qui, niveau droit, qui vous exclut de tous les systèmes qui est en place et qui est à l'endroit de l'Algérie dans un schéma de conflictualité. C'est une occasion bénie pour le président Tebboune pour rendre la monnaie sa pièce, si je puis dire, au président Macron, du fait que les relations entre Alger et Rabat sont actuellement détériorées. Vous savez, il était prévu la visite d'État du président Tebboune au mois de juin, le mois dernier à Paris. C'est remis en cause, il n'en est plus question, et donc il y a toute la rancœur accumulée par le président Tebboune et les généraux à l'endroit du Macron parce que le calendrier diplomatique ne se passe pas comme prévu. Est-ce que c'est pour affaiblir la France? Parce que selon certaines analystes, certaines analyses plutôt, et certains analystes... Si vous permettez, c'est pas la position de Tebboune qui est un élément d'affaiblissement de la position de la France. C'est ce qui se passe en France qui fait que la voix de la France ne porte plus et que ses positions diplomatiques sont affaiblies. Qui va écouter la France? Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'une visite d'État en Allemagne qui a été annulée deux jours auparavant. Quel discours peut porter la France sur la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, ailleurs, en Iran, en Turquie, en Russie, etc. Nous sommes donc dans un palier maintenant de démonétisation de la parole diplomatique française et de sa crédibilité. Et ça aura des conséquences évidemment pour les mois et les années à venir. J'ajoute que pour ce qui est quand même du Maroc, il faut que je dise un mot, la position du Maroc. Le Maroc suit avec intérêt ce qui se passe en France, mais le Maroc considère que la France de Macron n'est pas à la hauteur de ses responsabilités. C'est tellement vrai qu'elle n'a pas ajusté sa politique à l'endroit des provinces sahariennes, comme l'ont fait d'autres pays, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Les Algériens, le défunt est un Français. Sa maman est une Française. Ses grands-parents sont peut-être d'Algérie. Mais c'était utile de préciser, vous avez raison. Comment l'Algérie peut récupérer un drame comme celui-là? Ils ont été toujours à côté de la plaque. Et quand ils disent que le policier, qui s'appelle Florian M, est d'origine marocaine, c'est le comble. J'ai pas vu cela. Je vous le dis. Il s'appelle Florian M. On ne dit pas tout le nom, mais ils ont dit il est d'origine marocaine. Voilà. Et Bon, bref, donc, on n'en est pas, à une fake news ou à une calomnie près de l'Algérie, mais nous sommes dans le degré zéro de la déontologie et des médias. C'est ce que je voulais dire à ce propos. Alors, mais on le voit aussi sur les vidéos qui circulent aujourd'hui, on voit ces jeunes vraiment exprimer leur colère vis-à-vis de la France. Et certains sont des Algériens, justement. On entend 1, 2, 3, vive l'Algérie, un gamin un jeune vraiment qui a moins de 13 ans peut-être, à Marseille, et qui dit oui, on va venger nos ancêtres algériens. Un homme beaucoup plus âgé qui dit que de toute façon, ne pensez pas que ce sont les gilets jaunes. Maintenant, nous, c'est dent pour dent, œil pour œil, et qu'on va venger la mort, et qu'on réclame justice, mais on réclame justice à travers la violence, et que de toute façon, nous n'allions pas prendre de vacances, nous allons nous occuper de vous, nous ne rentrons pas aux bleds. Alors, en tout cas, est-ce que ça n'accentue pas cette fissure existante déjà entre cette communauté-là et la France? La fissure, elle est d'abord entre la société française et la parole publique. Ça, c'est une vraie fissure. Et on le voit bien dans les élections, la participation extrêmement faible. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils n'en veulent pas à l'État. Je pense qu'il y a cette première fissure. Une deuxième fissure, c'est-à-dire en fait c'est un phénomène de poupée russe. Plus on ouvre, plus on découvre encore. Dans le fond, autre chose. La deuxième fissure, c'est la fissure entre la jeunesse des quartiers populaires avec l'État et avec la police. Qu'est-ce que c'est que la police? C'est un peu
le représentant direct, brut et brutal dans la réalité de l'État. En fait, c'est le personnel qui se trouve face à face aux jeunes. Ce n'est pas le préfet, ce n'est pas l'instituteur, ce n'est pas le prof. Et pourtant, si vous entendez les parents parler de l'école et des profs, vous verrez la haine qu'on a aujourd'hui, que les parents ont à l'égard des enseignants. Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est suffisamment médiatisé. Donc absolument. Bah, écoutez, je peux vous dire. Est-ce que c'est pas la responsabilité des parents? Alors attendez. Alors là, je prends pas la défense. Attention. Non, vous avez raison. Mais vous avez raison du gouvernement de le dire. qui appelle les parents et notamment des émeutiers à prendre plus de responsabilités, voire même à considérer comment les impliquer davantage pour garder ces jeunes. Hein. Mais j'irai dans votre sens en disant qu'il y a une double crise. Il y a une double crise. Tout à fait. Il y a la crise d'abord de cette école dite républicaine qui a complètement raté le coche, avec une génération dans la mesure où le modèle de l'école française est un module fait non pas pour ces jeunes, il est fait pour ceux qui ont la capacité, les moyens, le capital social et symbolique de réussir. Tous ceux qui sont en dehors sont complètement rejetés. Deuxième crise, c'est la crise de la structure familiale, la structure de la transmission familiale qui est absolument infaillible. Parce que vous avez raison de dire qu'il ne faut pas non plus oublier que la question de la famille, la structure familiale, je veux juste donner un éclairage. Dans ces émeutes, très peu de jeunes qui appartiennent à la communauté chinoise, à la communauté portugaise, à la communauté espagnole. En tout cas, ils sont absolument... Est-ce qu'on a déjà entendu parler de jeunes issus de la communauté chinoise? Et ils sont 850 000. 850 000 mais pourquoi on ne les entend pas? Parce que la structure familiale... Mais il y a un passé colonial qu'on va ressortir parce que, effectivement, la Chine n'a pas été colonisée par la France. Dans la responsabilité parentale, il y a dans l'arsenal juridique en capacité. Oui. Ça veut dire on exclut le monoparental. On exclut par exemple la femme ou la veuve ou le veuf ou c'est très important dans la formulation juridique de la responsabilité parentale. Et il est ajouté en capacité. Et à l'antipode de ces Algériens-là, il y a un jeune Français d'origine marocaine, fabuleux garçon, un influenceur, qui a écrit hier « Ne donnez pas l'occasion à ceux qui nous détestent et vous n'aurez que les yeux pour pleurer. » Bien sûr, mais il a tout à fait raison. C'est extraordinaire. Et il est suivi par 120 000 adhérents. Voilà un patriotisme. Voilà, on en parle du Marocain qui va sur les plateaux de télé français pour... rabâcher excusez le terme, mais vraiment des âneries en prétendant que rien ne marche au Maroc et se donner comme ça en spectacle en disant qu'effectivement il n'y a absolument rien qui ne marche au Maroc. Et puis bon, bien sûr, on lui déballe le tapis rouge pour et madame, j'ai envie de dire quelque chose qui m'a touché hier, c'était la cagnotte. Il y avait 2 cagnottes. Oui. Une cagnotte pour la famille du défunt qui a récolté quelque chose comme 200 000 €. Et la cagnotte de Messia, qui est un Égyptien copte. Jean Messia, oui. Jean Messia, qui est un copte égyptien orthodoxe et qui a fait une cagnotte pour le policier et qui a récolté 2 millions, presque 200 000 €. Est-ce que c'est fait pour calmer? Pas du tout. C'est un élément d'exacerbation de tension. Exactement. Et ça remet sur le premier plan le différentiel de traitement. Exact. C'est-à-dire, voilà un élément de tension. Je voudrais ajouter un dernier point, si vous permettez, c'est-à-dire, et le jour d'après, et maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un phénomène de décrue par rapport au pic de violence qu'il y a eu il y a quelques jours, et ça, on n'y revient pas. Est-ce que pour autant la situation va être pacifiée? C'est difficile. Je formule l'hypothèse qu'il restera des blessures majeures dans le corps social français, dans la culture politique et dans les divisions entre les uns et les autres. Et je ne suis pas sûr que le système politique français tel qu'il est, c'est-à-dire l'actuel président, les majorités, les partis, etc., puisse apporter une réponse satisfaisante à ce sujet. Mais est-ce que, justement, s'il n'y a pas une réponse satisfaisante à ce sujet, est-ce que ces émeutes peuvent durer dans le temps? Est-ce qu'on est en train de revivre un autre épisode à la Gilet jaune? Cette fois-ci, ce n'est pas la classe travailleuse
ou de travailleurs ou prolétaires qui est dans les rues. Ce sont des jeunes qui sont un peu perdus, qui sont désemparés, qui veulent plus de droits, mais des droits à quoi, en fait? Ce qui s'est passé, si vous le permettez, c'est d'abord, ces émeutes-là n'avaient pas de projet collectif. Oui, voilà. Il n'y avait pas davantage de leadership. Il n'y avait rien de construit. On ne peut pas avoir un leadership. Oui, non, mais c'est... On ne peut pas avoir dans du spontané comme ça qui arrive. Non, oui, mais il faut le dire. Moi, j'observe le marché politique. Mais est-ce que ça ne risque pas d'être récupéré ou effectivement il y aurait un leadership? Non, vous n'êtes pas de cet avis, Abdou Hafidi. Comment dirais-je, malin celui qui essaiera de manipuler, de récupérer ça. On est en train de voir des jeunes d'extrême droite descendre dans les rues, scander la France aux Français. Il faut quand même rappeler quelque chose qui n'a pas été dit parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais moi je crois que vous allez être d'accord avec moi, en tout cas je l'espère. C'est scandaleux ce que cette jeunesse a commise. Casser les écoles, casser les mairies, attaquer le domicile du maire de Fontenay-les-Roses, jusqu'à mettre en danger sa famille par une voiture bélier. Casser, détruire les hôpitaux, détruire les bagnoles du pauvre ouvrier qui, lui, utilisait cette voiture pour aller bosser. Mais des magasins détruire le métro, commerçants, les bus, les commerçants. C'est scandaleux. Il faut quand même le dire, il faut condamner avec la plus grande 89% des Français condamnent, 20% disent comprendre ces violences. Nous aussi, ici, il faut qu'on se le dise. C'est comme pour la cagnotte aussi. Vraiment, il y a des questions à se poser. Comment 20% des Français peuvent-ils comprendre ce degré de violence quand même? En quoi casser, brûler un bus, brûler des voitures, brûler des bâtiments publics, des écoles maternelles, en quoi cela rend justice à la mémoire du jeune assassiné? Je dirais même qu'on est en train de salir sa mémoire. Il faut quand même revenir au politique. Il faut injecter du politique là où il y a le néant. Il faut injecter du sens là où il y a quasiment le vide. Or, le sens aujourd'hui, c'est de repenser tout ça, de revoir qu'est-ce qu'il faut faire pour demain. Je pense que les politiques doivent assumer leurs responsabilités, doivent prendre en considération, en charge, les élus aussi. Et nous sommes à la veille des élections européennes, il ne faut pas l'oublier. Et donc il y aura des scrutins électoraux, et ça va être grandeur nature un des résultats de l'actualité de ces émeutes. Il faut donc répéter que ce qui s'est passé, ce que la France a subi, de façon absolument incroyable et inacceptable. Il faut le dire, le répéter, ça n'a rien à voir avec la justice. Sauf que les jeunes, dans la perspective des élections européennes de 2024, majoritairement, les jeunes ne votent pas. Oui. Et donc, ça ne va pas peser sur l'expression politique. En revanche, me semble-t-il, ce qui va rester de manière durable, au-delà des agendas électoraux, c'est la culture de l'émeute. On l'a vu avec les Gilets jaunes, c'était des traits particuliers. Ce qui va rester aujourd'hui, c'est le fait qu'un certain nombre d'acteurs vont prendre conscience du fait que l'émeute brouillonne telle qu'elle est, etc., peut donner des résultats sans que ça soit forcément inscrit dans un projet politique. Mais les Gilets jaunes ont acquis une très grande sympathie auprès de l'opinion publique. Ce n'est pas le cas de ce qui est en train de se passer. Il y a quand même une différence radicale. Les Gilets jaunes n'avaient pas de projet politique, mais ils savaient ce qu'ils contestaient, l'augmentation des prix. C'était la culture de l'émeute. C'est ça le point commun entre les Gilets jaunes et aujourd'hui. Là, vraiment, et ça nous ramène à la première question, plutôt vraiment pour finir ce débat, et à cette première réflexion plutôt, c'est que le français est par nature révolutionnaire, alors que maintenant on n'est pas vraiment dans une révolte ou dans une révolution, mais on est vraiment dans une violence qui s'installe et qui imprègne vraiment les mentalités et surtout des plus jeunes. Et là, il y a vraiment des questions à se poser sur l'avenir de ce pays. Vous savez, dans ce genre de crise... Est-ce qu'il faut plus d'autorité? Oui, on a besoin d'autorité, mais on a besoin aussi de justice. On a besoin de justice spatiale, de justice parlant de justice, non, c'est expédié. Tous les cas qui sont jugés aujourd'hui sont expédiés FISA en 15 minutes. Et il y a, je peux vous l'assurer, beaucoup de peines d'emprisonnement. Il y a des étudiants avec des casiers judiciaires vierges qui se sont retrouvés avec 6 mois à 1 an de prison pour avoir volé de pantalons d'une marque que je ne citerai pas. Colonel Saoud, pour clore. Vous avez raison. Les éléments de langage de la police, moi, m'ont écœuré. Quand dans un communiqué, Alliance Police parle de guerre, et contre qui?
contre ceux dont vous avez la charge de la protection, contre vos concitoyens. Et il paraît qu'on leur a fait la remarque qu'ils ont essayé de le retirer. Ils parlent de guerre, des Français qui font la guerre à des Français, alors que leur mission essentielle de protéger les personnes et les biens. On a eu un antécédent lorsque l'armée, il y a quelques années, l'armée, beaucoup de militaires avaient fait un communiqué dans ce sens où ils ne voulaient plus subir justement le diktat de l'État. L'armée, il y a encore 2 ans. Donc on a des antécédents. Et vous avez raison de dire que ce communiqué, d'ailleurs, le syndicat Alliance, avec l'UNSA, ils sont revenus parce que l'indignation était telle. Le coup est parti. Bien sûr. Le coup est parti. Littéralement. Littéralement. Et nous nous trouvons avec une société clivée. Cassée. Et je pense durablement. Merci beaucoup. Merci, colonel Hassan Saoud. Merci, professeur Mustafa Srimi. Merci, professeur Abdou Hafidi. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Question d'actu. Très bonne soirée à tous.